Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, les réactions et l'émotion en ligne suite à la découverte des 3 corps des otages israéliens, les Google Glass interdites dans les salles de cinéma britanniques et une vidéo surréaliste en provenance d'un parc d'attractions. Reste avec nous, on commence tout de suite. Et à nous, cette émission par l'Ukraine, on en parle moins, mais les tensions restent encore vives sur place entre soldats ukrainiens et forces pro-russes. Mais sur place, ce qui inquiète vraiment, c'est l'état de l'armée ukrainienne. De plus en plus de personnes s'inquiètent quant à l'état de l'équipement qui fait défaut. Du coup, des internautes ont eu une idée, lever des fonds pour moderniser l'armée ukrainienne. Un récit de Laura Duhamel. Une armée dans un état misérable. C'est en ces termes catastrophiques que la situation de l'armée ukrainienne est actuellement décrite. Inquiets, les Ukrainiens sont désormais nombreux à envoyer des équipements de l'étranger à leurs soldats déployés dans l'est du pays. Et parallèlement à cet élan de solidarité, une initiative visant à lever des fonds a vu le jour sur Internet. Le site s'appelle le Projet du Peuple et il a pour dessein de soutenir la cause militaire ukrainienne. À l'origine, un ingénieur, David Arkania. Préoccupé par les affrontements entre soldats pro-russes et ukrainiens, il a créé cette plateforme de financement participatif en avril pour enflouer les caisses de son armée. Et ça fonctionne. Le Projet du Peuple a déjà permis de réunir 10 000 € pour financer l'acquisition d'un drone de reconnaissance. Mais le site vise surtout à financer des équipements de base dont manque cruellement l'armée ukrainienne. Soucieux du risque de détournement des sommes réunies, David Arkania publie tous les matins les comptes du Projet du Peuple. Il s'assure en outre, grâce à des bénévoles, que les équipements sont bien remis en main propre aux soldats. David Arkania ne se définit pourtant pas comme un militariste convaincu et il explique son initiative par son exaspération de l'interventionnisme russe. On parle à présent de l'histoire tragique d'Aaron Swartz. Vous le connaissez peut-être pas. Les mots utilisés pour le décrire ont été nombreux. Surdoué, génie, hacker, activiste criminel. L'homme qui s'est suicidé à l'âge de 26 ans est aujourd'hui l'objet d'un documentaire des Internet Owns Boy. Pour vous donner une idée du génie d'Aaron, à 12 ans, il a créé un projet précurseur de Wikipédia. À 14 ans, il faisait partie de l'équipe qui a cofondé la technologie RSS. Et à 16 ans, il a fait son entrée dans la prestigieuse université américaine Stanford. En 2010, sa vie a basculé. Aaron a caché un ordinateur pour télécharger l'intégralité de la base de données de l'une des principales bases de données de publications scientifiques dont l'accès était payant en dehors des campus universitaires. Selon lui, ces sommes de connaissances devaient être librement accessibles par tous. À la suite de cet événement, il a été arrêté. Il s'est suicidé avant la tenue de ce procès. Ce reportage lui rend hommage. Bande-annonce. You know, it's easy sometimes to feel like you're powerless, like when you come out in the streets and you march and you yell and nobody hears you. But I'm here to tell you today, you are powerful. You can stop this bill. A co-founder of the social news and entertainment website Reddit has been found dead. Aaron learned how to learn at a very young age. He was sort of learning to hack politics. Stop SOPA! This bill poses a serious threat for all who use the internet. The freedoms our country had been built on would be suddenly deleted. I couldn't let that happen. Aaron was trying to make the world work. He was trying to fix it. Bringing public access to the public domain. He doesn't hack JSTOR in the traditional sense of hacking. He wasn't stealing, he was making a point. On the internet, everybody has a license to speak. It's a question of who gets heard. Aaron Swartz was not a criminal. Aaron was willing to put himself at risk for the causes that he believed in. He was the internet's own boy, and the old world killed him. Et on en vient à notre dossier du jour. Notre dossier du jour est évidemment dominé par l'actualité de lundi soir. En fin de journée, nous vous annoncions en direct sur i24 News l'issue dramatique de la crise des 3 ados otages israéliens. Je vous rappelle que leur corps a été retrouvé sans vie près de Hebron par les forces de sécurité israéliennes. Immédiatement après, les réactions sur Internet se sont multipliées. Vous allez le voir à l'écran, la page Bring Back Our Boys a revêtu sa photo cover d'une bougie en leur mémoire. Le Premier ministre britannique David Cameron a également exprimé ses condoléances et sa colère sur Twitter. On voit ensuite le président israélien Shimon Peres, le président sortant Shimon Peres, qui a exprimé dans plusieurs tweets sa tristesse face à ce drame.
Vous allez voir à présent d'autres tweets. Les tweets maintenant, vous avez connu ce hashtag Bring Back Our Boys et ce nouveau hashtag Don't Forget Our Boys. N'oubliez pas nos garçons. Et maintenant, cette image postée sur Twitter et sur Instagram, des images qui nous viennent de la place Rabin. Lundi soir, des personnes se sont rassemblées, des anonymes se sont rassemblés de manière spontanée pour allumer des bougies en la mémoire de ces 3 jeunes Israéliens kidnappés puis tués. Et justement, regardez, place Rabin, l'ambiance lundi soir. Enfin également sur Internet, regardez cette vidéo, c'est la réaction de l'imam Rachid Birbar lorsqu'il a appris le meurtre des 3 adolescents. Je tiens à présenter mes sincères condoléances au peuple israélien, au peuple juif, après ces meurtres qu'ils ont remarqué ce jour-là, le meurtre des 3 enfants, des 3 jeunes Israéliens qui étaient froidement assassinés par l'organisation terroriste Hamas. Je tiens devant vous, moi qui est connaisseur de la charia, de dire ce que ces gens-là ils ont fait, ce que Hamas ils ont fait n'a aucun lien avec l'islam. Tuer, c'est maudit, c'est prohibé dans toutes les religions. Tuer une âme, c'est comme tuer l'humanité globale. Je tiens aussi à présenter mes sincères condoléances aux parents des 3 victimes, ainsi aux Juifs du monde et au peuple israélien. Et on est là, on vous soutient. Ça touche pas tout simplement les Juifs, ça touche tout le monde. Et bien sûr, je le redis, je culpabilise et je condamne fermement les actes terroristes commis par Hamas. Salam alaikum, merci. Et pour parler de ce drame, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Peral Nicole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réserviste au sein de l'unité du porte-parole de l'armée israélienne. Vous avez donc effectué votre service militaire dans l'unité du porte-parole et vous étiez en charge des contacts entre la presse internationale, notamment la presse française, francophone basée en Israël, et l'armée. Ce qui a marqué les internautes, ce qui a marqué la presse aussi, c'est ce silence de l'armée israélienne lundi soir. L'armée israélienne a mis beaucoup de temps avant de publier l'information et de s'exprimer sur Twitter. Pourquoi ? Effectivement. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'un événement qui a une portée nationale. Et ici, Israël étant un pays démocratique, il s'agit de laisser la place à l'échelon politique. Il s'agit de laisser la place au Premier ministre, au Président de l'État, pour qu'il s'exprime et qu'il fasse savoir au public les informations qui effectivement ont été obtenues par l'armée et les services secrets. Mais ce n'est pas à l'armée de s'adresser directement au peuple dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'armée faisait passer des informations aux journalistes en leur disant vous pouvez en parler à partir de telle heure, mais que l'armée n'en parlait pas elle-même rapidement? L'armée, si vous voulez, l'armée a des informations qui sont à certains moments connues des journalistes ou pas. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas l'armée qui empêche leur publication. Il y a en Israël un bureau qui s'appelle le bureau du censeur militaire, qui est en fait un bureau à la tête duquel siège un juge, et qui décide des informations qui puissent ou pas être publiées par la presse. Donc ce n'était pas vous, enfin plutôt votre unité, qui décidiez quand les journalistes pouvaient en parler? Non, ce n'est pas le bureau du porte-parole qui décide quand les journalistes peuvent parler d'une information. Tous les journalistes en Israël, étrangers comme journalistes israéliens, sont soumis aux décisions du censeur militaire, qui est le seul habilité à décider si une information ou non peut être diffusée par la presse. Et là, il y a tout un tas de considérations. D'abord, il y a une considération de sécurité nationale, c'est-à-dire est-ce que l'information pourrait être nuisible pour les soldats qui se trouvent sur le terrain. Évidemment, il y a la question de la sécurité sur le terrain. Et puis, il faut aussi comprendre que dans ce cas très spécifique, il y a aussi tout simplement laisser le temps de prévenir les familles du drame qui s'abat sur eux. D'ailleurs, de manière générale, l'armée israélienne ne publie jamais le nom d'un soldat tué tant que la famille du soldat tué est Exactement. au courant. L'armée israélienne non seulement ne publie pas le nom, mais le censeur militaire interdit formellement par tous les organes de presse travaillant en Israël la publication de ce type d'informations de façon à protéger les familles. Et vous, comment est-ce que vous gériez ce genre de situation? Des journalistes, vous recevez l'information donc du censeur qui vous dit voilà, il y a ça, interdiction de publier avant telle heure, et vous devez prévenir les journalistes tout en leur disant de ne pas en parler. Ce n'est pas l'armée qui va venir
Pardon, je peux reprendre ? Je vous en prie. Ce n'est pas l'armée qui va venir prévenir les journalistes d'une information. Les journalistes ont leurs propres sources et évidemment vont être ceux qui vont venir vers le bureau du porte-parole de Tsahal en essayant de confirmer une information qu'ils ont obtenue sur le terrain par leurs sources sur le terrain. Et donc à ce moment-là, le porte-parole de Tsahal, évidemment, tant que l'autorisation de publier cette information n'a pas été donnée, ne va pas la confirmer aux journalistes. C'est ce qui fait aussi qu'effectivement la communication militaire sur les réseaux sociaux est plus lente souvent que celle de blogueurs bien informés qui évidemment sont beaucoup plus libres de publier ce qu'ils veulent sur ces réseaux. Alors justement, à propos des blogueurs, ce qui a aussi marqué sur Twitter, j'étais en plateau lundi soir pour l'édition spéciale et je voyais bien sur Internet, sur Twitter, l'information qui circulait et pourtant moi en tant que journaliste, je ne pouvais pas la donner, j'avais interdiction de la donner. Est-ce que la censure militaire a encore un sens aujourd'hui à l'heure de Twitter ? Alors c'est une vraie question. Et c'est une question, évidemment, qui n'a plus du tout à voir avec l'unité porte-parole de Tsahal, puisque ce ne sont pas eux qui sont responsables. Mais effectivement, c'est une question qui est soulevée régulièrement par la presse en Israël. Y a-t-il encore une logique à maintenir une censure militaire quand non seulement sur Twitter, les sources palestiniennes et les médias palestiniens publient ce type d'informations, qui sont ensuite repris par des blogueurs en Israël qui sont parfois tout aussi respectés que certains journalistes, et voire même retweetés ensuite par certains médias israéliens. C'est une vraie question. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui s'était déjà posée en Israël, si vous vous rappelez, il y a pratiquement un an, avec l'affaire du prisonnier X, qui avait été aussi largement reprise par les médias internationaux. Une des façons pour la presse israélienne de contourner ce genre de censure, c'est effectivement de tout simplement citer un média international qui aura déjà publié l'information. Dans le cas de l'information d'hier soir, on ne peut que se réjouir que ça n'ait pas été le cas. Perle, je voudrais vous faire réagir sur une image qui circule. On a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de tristesse et de peine, mais aussi beaucoup de colère. Je voudrais aussi vous montrer une image qui illustre cette colère. On va la voir à l'écran. Vous voyez, elle est publiée sur Facebook. Je vais la traduire. Il y a écrit en haut « Le coût d'un prisonnier sécuritaire par an pour l'État est de 93 975 shekels. Le coût d'une balle du calibre 5,56 est de 50 centimes de shekel, un demi-shekel. Donc, cher gouvernement israélien, il est temps de faire des économies. » Donc un appel à tuer tous les terroristes. Perle, comment est-ce que vous réagissez face à cette colère sur les réseaux sociaux ? Et là, je ne fais pas appel à l'ancienne porte-parole de Tsahal, mais plutôt à la blogueuse que vous êtes. Déjà, je crois qu'on peut dire clairement les choses. Ce n'est pas un déferlement de colère. Dans ce cas-là, c'est un appel à tuer. Je crois que pour respecter la dignité des familles qui ont été exemplaires tout au long de cette histoire. Une des choses que nous, tous, en tant qu'Israéliens, pouvons faire, c'est déjà de ne pas nous lancer dans une récupération politique de cet événement. Pour l'instant, le temps doit être au recueillement et à la peine. Ce n'est pas du tout le moment de mêler le politique à cette histoire. Perle, une dernière question. On se connaît depuis longtemps. Je sais que vous avez été en contact de très près parfois des attentats. Vous avez vu de près la terreur. Vous avez des amis qui ont été aussi proches de la terreur. Et il arrive que des terroristes soient libérés dans ce pays. On apprend que les recherches se poursuivent. Peut-être que les terroristes responsables de cet enlèvement ont été arrêtés. Comment est-ce que vous réagissez face à cet événement ? Si les gens qui ont commis cet acte terroriste ont été arrêtés, évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Je pense d'ailleurs que la majorité des Israéliens se réjouiront de savoir que ces gens ont été arrêtés et seront ensuite traduits en justice. Pour ce qui est de libération future, je pense que ma situation est exactement similaire à celle de beaucoup d'Israéliens qui ont, pour beaucoup, été très très proches d'actes et d'attentats terroristes ou très proches de gens qui ont été trop proches de ce genre d'événements. Je pense que chacun d'entre nous a des positions très personnelles sur ce sujet. Je crois que malgré la peur, notre gouvernement doit se donner, en tout cas, la capacité d'agir et prendre des décisions qui s'imposent en fonction de situations tout à fait particulières qui se poseront dans le futur. Merci beaucoup, Perle Nicole. Je rappelle que vous êtes vous êtes réserviste de l'unité du porte-parole de Tsahal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Peut-être une question complémentaire rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes. Comment est-ce que vous voyez la situation évoluer dans la région en quelques secondes ? Je pense que la situation est très instable aujourd'hui. A priori, la marge de manœuvre du gouvernement Netanyahou est quand même assez limitée, notamment au vu d'un contexte régional qui est très, très tumultueux ces dernières semaines.
À mon sens, j'espère avoir raison, j'espère que nous ne nous avançons pas vers une escalade plus importante. Merci beaucoup, Parle Nicole. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, nous avons voulu donner plus de temps à notre sujet principal et à l'interview compte tenu de l'actualité. Vous retrouverez l'ensemble des sujets dans nos prochaines émissions. Nous avons préféré nous consacrer à cette crise et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour une émission spéciale consacrée au SkyTrain, le tramway aérien qui sera construit en exclusivité à Tel Aviv, et la première ville au monde à accueillir ce SkyTrain. Le PDG mondial de SkyTrain sera sur ce plateau pour une interview exclusive avec des représentants de l'industrie aérospatiale d'Israël. Ce sera donc demain à 22h10 heure d'Israël et jeudi rendez-vous pour l'analyse des vidéos virales du mois. Voilà, c'est à la fin de cette émission avec Virginie Gage-Belaïch. Voilà, c'est à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, sur le Time Dark 24 News. On garde le contact sur Twitter. Bye, vous me manquez déjà.